Alors, juste, cette diapo va nous permettre de rappeler l'origine embryologique des différentes vésicules à partir du tube neural et l'extrémité rostrale du tube neural. Vous savez que le caudal, bon, ici, le rostral plus en avant, en quelque sorte, et du stade 3 vésicules, prosencéphale, mésencéphale, rhombencéphale, on va passer au stade 5 vésicules, puisque le prosencéphale va se séparer, lui, en 2 grandes régions, le télencéphale et le diencéphale. Et c'est bien le télencéphale qu'on va étudier aujourd'hui, puisque le télencéphale est à l'origine des hémisphères gauche et de l'hémisphère droit, alors que le diencéphale, lui, reste diencéphale, bien sûr, et on le verra au travers de l'étude des ventricules dans la 3e heure. Le reste, on en a déjà parlé, hein, donc je n'insiste pas. Regardez un cortex cérébral, étudier un cortex cérébral, c'est étudier la surface du cerveau avec ses circonvolutions. On s'aperçoit que cette surface du cerveau, je vais peut-être vous montrer quand même, j'aurais dû mettre une image correspondante. Voilà. En IRM, quand on regarde, en IRM, on s'aperçoit que si on coupe le cerveau, mais vous le savez tous déjà parfaitement, en périphérie, on a de la substance grise, c'est le cortex, et en profondeur, la substance blanche. Je vous en avais déjà parlé. Je vous avais dit qu'au niveau des hémisphères, c'était la seule région où il y avait eu cette espèce de migration des neuroblastes qui étaient à l'origine près du canal épandymère, qui se sont multipliés intensément. Vous savez qu'il y a un suicide collectif au départ. Vous avez beaucoup trop, eh oui, c'est une apoptose, vous avez beaucoup trop de neuroblastes qui se développent, et qu'à un moment donné, il va y avoir une mort cellulaire, l'élimination de tous ces neurones qui sont inutiles, parce qu'ils ne sont pas rentrés dans des systèmes fonctionnels interconnectés. Eh bien, à un moment donné, ces neuroblastes vont migrer à la surface, et c'est la formation du cortex cérébral. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, le cortex cérébral. Or, ce cortex, eh bien, il a une structure histologique intéressante. Je vais ici vous donner les 3-4 points à savoir essentiels. Alors d'abord, comprenons un peu ce dessin. Ce sont des tranches de cerveau. Vous voyez une tranche, une autre tranche, etc., à des endroits différents. Ce sont des petites tranches qui vont de haut en bas, puisque là, on a en haut, on a la pimère, c'est la surface du cerveau, et puis en bas, on a la substance blanche dans la profondeur du cerveau. On va de la surface, cette flèche montre qu'on va de la surface à la profondeur. On s'aperçoit alors qu'on peut décrire de la surface à la profondeur 6 couches si on parle d'un cortex qui est le plus répandu et qui sera le néocortex. Ça, c'est le cortex le plus récent. Il a 6 couches. Évidemment, il y aura des cortex plus anciens. Le plus ancien étant l'archéocortex, ou archicortex, comme vous voulez, archéocortex, et nous verrons l'hippocampe, qui lui ne comprend que 3 couches. Ici, dans le néocortex, on s'aperçoit donc qu'on a 6 couches, couche 1 à couche 6. Ces 6 couches elles-mêmes contiennent 2 grands types. Alors il y a beaucoup d'autres, il y a plusieurs autres neurones. Mais nous allons retenir 2 grands types de neurones qui nous intéressent. Premièrement, les neurones ou cellules granulaires. Les cellules granulaires, ce sont les cellules du cortex qui reçoivent l'information afférente. Ces cellules granulaires, vous les voyez très très bien ici par ces petites cellules arrondies, qu'on voit très nombreuses, voilà, et elles sont réparties dans les couches 2 et les couches 4. Couche 2, couche 4. Regardons ici un cortex sensoriel. Couche 1 en haut, la couche 1 ici, c'est la couche qu'on va appeler moléculaire, la couche moléculaire. Alors ça, cette couche, il n'y a presque pas de cellules dedans, il y a beaucoup d'interconnexions entre des dendrites et des axones, c'est une couche d'interconnexion, hein. Couche moléculaire, et on voit la couche 2, beaucoup de cellules granulaires, et la couche 4. Bon. Donc les couches 2 et 4 sont réceptrices.
Deuxième type de cellules, ce sont les cellules pyramidales. Les cellules pyramidales sont des neurones effecteurs. J'ai pas dit moteurs, j'ai dit effecteurs. C'est vrai que parmi eux, certains vont former les voies de la motricité. C'est vrai, les voies pyramidales. Mais c'est aussi des neurones qui envoient de l'information, autre que motrice, dans des régions variées du système nerveux. Donc, les cellules pyramidales, elles, sont dans les couches 3 et les couches 5. À chaque fois, vous vous apercevez que ces neurones sont répartis dans des couches superficielles, 2 ou 3, ou des couches profondes, 4 et 5. Alors, ceci a une signification. Les couches superficielles, elles ont un rôle, c'est qu'en général, elles contiennent des neurones qui présentent des connexions régionales. Des connexions régionales. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire que vous avez des fibres qui partent de la couche 2 d'un endroit, du lobe frontal, gyrus frontal supérieur, et puis qui va s'interconnecter avec les neurones qui sont à quelques centimètres plus loin. Alors, ça fait des fibres qu'on appelle en U, souvent, parce que c'est des connexions loco-régionales. D'accord ? Par contre, les couches profondes, elles, vont permettre des connexions à distance. Alors là, il s'agit évidemment des grandes voies, les voies de la motricité, par exemple, sont les types mêmes de voies qui se projettent à distance, du cortex, par exemple, à la moelle spinale, ou du cortex au noyau des nerfs crâniens. Donc c'est des très longs neurones. Projection à distance, origine, les couches profondes, les couches 3 et les couches 5. Voilà. Alors, du coup, les histologistes, à une époque où il n'y avait pas d'IRM, il n'y avait pas grand-chose, ont très bien étudié tout ça, ils n'avaient que ça à se mettre sous la main, et des gens comme Brodmann ont commencé à couper le cerveau de manière très très fine, et dire attention, telle circonvolution, elle est plutôt à prédominance cellule granulaire. Par exemple, les zones de réception, la zone de la vision, la zone de l'audition, la zone de la sensibilité, et il a donné des noms. C'est un cortex sensoriel qu'on appelle un coniocortex. Bon. Et puis, il a vu que dans certaines régions qui étaient motrices, eh bien, on avait un cortex avec presque pas de cellules granulaires, donc c'est des cortex qui sont agranulaires, cortex moteur, agranulaire, etc., etc. Et vous voyez, le spectre ici de toutes ces formes de cortex, avec plus ou moins un équilibre entre les cellules granulaires et les cellules pyramidales, et bien sûr les zones qui sont les plus riches en connexion, eh bien ce sont des zones qu'on va appeler associatives, elles sont au milieu, donc des cortex associatifs, où vous voyez qu'il y a une très grande richesse, toutes les couches sont bien représentées, ils reçoivent, ils envoient des informations, et on va étudier ensemble ces zones associatives dans lesquelles vont s'élaborer les traitements les plus élevés au niveau cognitif. Voilà, donc ça vous a classifié tout ça. Et Brodmann en a fait une cartographie. Alors ça, vous verrez tout le temps, les aires de Brodmann. Alors il y en a d'autres, il n'y a pas que Brodmann, mais celle-ci est très courante, et je vous donne quelques exemples. Par exemple, automatiquement, vous finirez par savoir que l'aire 4, c'est l'aire de la motricité. Bon, ça, c'est du fondamental, tout le monde connaît. Par exemple, vous verrez qu'à la face interne du cerveau, l'aire 17, c'est de la vision, c'est l'aire visuelle. Ça, c'est pareil, c'est du standard, très standard. Vous verrez que les aires 3, 1, 2, ici, ce sont les aires de la sensibilité. Bon, etc. Bien sûr, je ne vais pas vous embêter avec tous les numéros, c'est vraiment pas le problème. Mais Brodmann a fait un travail énorme de classification de toutes ces régions corticales en regardant les cellules, les connexions, la myéline, etc. Et il en a fait une véritable cytoarchitectonie, c'est-à-dire qu'on peut classer les différentes aires selon des critères donc histologiques. Alors, comment étudier cette anatomie? Nous allons voir qu'il y a deux hémisphères, le droit et le gauche, voilà, et que ces deux hémisphères sont reliés entre eux par des gros paquets de fibres, par des faisceaux de fibres qu'on appelle les commissures. Commissures. Ce sont des faisceaux
d'association. Évidemment, les deux hémisphères ne sont pas indépendants. Ils échangent des informations. Une commissure extrêmement importante qui va les réunir, que j'ai fait en rouge ici, la petite flèche, j'aurais pu la faire en bleu d'ailleurs, parce que la flèche elle est bleue aussi. Eh bien cette commissure, comme la flèche l'indique, c'est le corps calleux, extrêmement important. Ce sont des fibres transversales, des millions de fibres transversales, droite-gauche. Même si pareil tendu d'avant en arrière, c'est droite-gauche. Et c'est là que vous aurez un transfert d'informations interhémisphériques. Pourquoi s'embêter avec ces problèmes? C'est très important, dans la mesure où on sait qu'il existe une spécialisation hémisphérique. Vous savez déjà, même si vous ne l'avez pas étudié, vous savez déjà que l'hémisphère gauche c'est un droitier, habituellement, et l'hémisphère du langage. Donc, si vous imaginez qu'un sujet va prendre, dans la main gauche, il va prendre un objet, les yeux fermés, qu'est-ce qui se passe exactement? La sensibilité étant croisée. Quand je prends dans la main gauche un objet, le crayon, les informations sensitives qui, in fine, disent c'est un stylo, parce qu'on a toutes les qualités qu'on peut percevoir avec nos récepteurs périphériques, cette information de la main gauche passe dans l'hémisphère droit. Mais là, pour verbaliser correctement, il faut que l'information passe à gauche à nouveau, via le corps calleux, et les centres du langage qu'on va voir tout à l'heure vont pouvoir permettre d'exprimer la sensation sur un plan verbal, stylo. Si je fais un split brain, une section du corps calleux, split comme banana split, c'est la banane coupée en deux, avec la glace dedans, et bien là, le split brain, l'information arrive à droite, elle passe pas à gauche, donc, et il ne peut pas verbaliser, le sujet ne peut pas dire que c'est un crayon. Par contre, si vous lui dites, mettez la main dans ce sac, un sac noir bien fermé, et prenez l'objet que vous aviez pris tout à l'heure, et que vous n'avez pas pu nommer, il va prendre le bon objet. Ça veut dire que l'information est bien arrivée, elle a été mémorisée, elle a été reconnue, et le sujet peut reprendre le stylo correctement. Voilà. Et toutes les entrées sensorielles subissent ce même traitement de latéralisation, de croisement. Et voilà l'intérêt donc du corps calleux, c'est du transfert d'informations qui est lié en plus à cette spécialisation hémisphérique. Alors, trois faces, qu'on va décrire. Ici, on voit la face médiale. Médiale. Alors, vous verrez parfois le terme de mésial pour le lobe temporal. C'est pareil, c'est la face médiale. Voilà. Il y aura une face inférieure, c'est le cas ici. Et puis une face latérale, bien sûr, c'est la plus importante. Alors, toutes les extrémités, on les appelle les pôles. Pôle frontal, pôle temporal, pôle occipital. Bon. Commençons donc par étudier la face latérale. Donc là, on va être très systématique. Le cerveau, pour se développer, se développe dans un crâne quand même réduit. On n'a pas une grosse tête. Or, on a plus de 2 mètres carrés de cortex à loger. Donc, il va falloir qu'il se plisse, le cortex. Et donc, d'ailleurs, la majorité de la surface du cerveau n'est pas visible, elle est dans les sillons. Donc, le cerveau est plissé. Ces plis, donc, entraînent la formation de sillons. Alors, les sillons, c'est comme les visages. Tout le monde a une méta-organisation identique, le nez, les oreilles, la bouche, machin, et personne ne se ressemble. Enfin, ou pas trop. Eh bien, dans le cerveau, c'est un peu pareil. Vous avez les grands sillons à peu près constants, mais il y a des variables, mais quand même qu'on va retrouver. Et puis après, il y a une multitude de petits sillons qui, eux, sont quand même très variables. C'est pour ça que regarder un cerveau, surtout maintenant avec les IRM 3D, on fait des reconstructions, comme je vous montrerai. Voilà, déjà, voilà. Là, je vous en montre, là, c'est un cerveau vivant, ça. C'est une IRM reconstruite en 3D. Eh bien, par rapport aux beaux dessins qu'on fait avec les graphistes, c'est toujours plus difficile. Parce que, en plus des sillons assez standards, qu'on va retrouver partout, il y a tous les autres sillons supplémentaires. Et il faut savoir reconnaître, donc, ce pattern, cette organisation générale. Alors, voilà comment. Je vais prendre les sillons les plus profonds, qu'on appelait aussi les scissures, qui vont séparer des lobes. Tout d'abord, ici, le sillon central. C'est un sillon vertical. Le sillon central va séparer le lobe frontal, qui est en avant, du lobe pariétal en arrière. Ce sillon est vertical. Il est au milieu d'une région
qu'on va appeler la région centrale et qui va comprendre en avant la motricité, en arrière la sensibilité. Ça, c'est la région centrale, centrée sur le sillon central. Le deuxième sillon intéressant, c'est le sillon pariéto-occipital. Pariéto-occipital. Malheureusement, sur les coupes, sur la vue latérale, on le voit à peine, très peu marqué. Par contre, sur la vue interne, vous verrez un énorme sillon très très profond, très bien marqué. Donc, le sillon pariéto-occipital, qu'est-ce qui sépare? Il sépare le lobe pariétal en avant avec le lobe occipital en arrière, entre les deux. Voilà. Et enfin, vous avez un troisième sillon intéressant, qui est ici le sillon latéral. Ce sillon latéral qui est horizontal, enfin 10-15 degrés à peu près, hein, qui se verticalise en arrière. Voilà. Ça, c'est le sillon latéral. Il va séparer le lobe temporal en bas avec le frontal et le pariétal en haut. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est du fondamental. Et vous verrez que ce sillon latéral est très profond. Très très profond. On va le voir ensemble. Une fois qu'on a placé ces sillons, on vient de déterminer des lobes. Frontal, pariétal, occipital et temporal. On va regarder dans chaque lobe maintenant les plis qui délimitent des circonvolutions, ou gyrus. Donc ici, dans le lobe frontal. Donc dans le lobe frontal, on va commencer par décrire, premièrement, attention, dans le dessin, il y a une petite anomalie, enfin, un petit détail. Tout d'abord, un sillon frontal supérieur. Le voici. Et un sillon frontal inférieur. Donc, supérieur et inférieur. Vous voyez qu'il y en a un troisième entre les deux, c'est un intermédiaire, sillon intermédiaire, c'est une variable. Bon, il est pas constant. Vous allez remarquer que les sillons frontaux, frontal supérieur et inférieur, se divisent ensuite en branches, que je vais faire en rouge, ascendantes et descendantes. C'est là où il y a une anomalie, c'est que le graphiste avec qui on a fait le dessin, j'ai pas corrigé, il a oublié de me faire la petite branche descendante, j'aurais pu la faire après, mais bon. Voilà. Donc les sillons frontaux en arrière se divisent en branches ascendantes descendantes, et c'est ces branches-là qui forment le sillon pré-central. Sillon pré-central en rouge. Évidemment, en arrière, j'ai toujours le fameux sillon central qui délimite le lobe frontal. Sillon central qui délimite bien le lobe frontal. Voilà. Donc c'est simple. Deux sillons frontaux, supérieur, inférieur, bon il y en a un intermédiaire si on veut en plus, et les sillons frontaux donnent le précentral. D'accord? Ces sillons vont donc délimiter des circonvolutions. Ces circonvolutions, on retrouve les sillons, hein, les sillons de tout à l'heure qui sont là, le frontal supérieur, le frontal inférieur et puis le précentral. Voilà. Eh bien, ce sont les circonvolutions. Hein, attention, circonvolution, c'est la même chose que gyrus. Et même, vous verrez parfois dans des livres, le pli, hein, c'est pareil, hein, c'est un pli de passage, c'est une circonvolution. Bon. Donc, on décrit F1, frontal supérieur, F2, gyrus frontal moyen, F3, gyrus frontal inférieur. C'est pareil, F1, F2, F3, ou frontal sup, frontal moyen, frontal inférieur. 3 circonvolutions frontales. Tout ça, c'est encore facile, pas de problème. Vous regardez, par exemple, sur un cerveau en 3D, en anatomie, ça c'est une IRM pondérée en T1, acquisition 3D, avec reconstruction. Ici, je devine, voilà, je devine le sillon frontal supérieur, je devine le sillon frontal inférieur, ici, voilà, et sûrement un intermédiaire à ce niveau-là. Bon. Et puis là, on voit très bien qu'il y a des structures qui sont verticales. Ça, c'est le sillon central. Et en avant, on a un gyrus précentral et en arrière, un gyrus post-central. Et le tout communique entre les deux. Vous voyez? Donc on va y revenir. C'est ce qu'on voit ici. Un gyrus précentral et un gyrus post-central. Et le tout communique sous le sillon central. On va y venir tout de suite. Regardez.
Ah non. Pas. Voilà. Ici. Donc, par rapport au sillon central et au sillon précentral, le gyrus qui est en avant du sillon central, c'est le gyrus précentral. Alors, ce gyrus précentral, il est essentiel. Pourquoi? Il est à l'origine des neurones qui se projettent vers la moelle spinale et vers le tronc cérébral, vers les motoneurones. C'est la voie cortico-spinale et cortico-nucléaire. Voilà, la voie de la motricité. Alors bien sûr, il n'est pas le seul à fournir ces projections descendantes, mais c'est la fameuse R4 de Brodmann qui est quand même très importante. Vous savez, donc il y a une époque, Penfield, qui est un neurochirurgien à l'université McGill au Canada, il stimulait donc le cortex cérébral de ses patients, c'était les premières stimulations qu'il faisait. Donc une fois qu'on a ouvert avec une anesthésie, évidemment, on a fait un volet osseux, on ouvre la dure mère et on voit la région de la motricité. On peut réveiller, bon là c'est même pas la peine de réveiller le malade parce que là c'est pas des sensations qu'on lui demande, mais on peut stimuler en tous les cas le cerveau. Je rappelle que le cerveau n'est pas innervé. On peut travailler sur un cerveau, le sujet éveillé, et ce n'est pas douloureux. Ce qui est innervé, ce sont les enveloppes, l'os, la dure mère, tout ça c'est richement innervé. Donc évidemment, là c'est important que le malade soit bien anesthésié. Mais une fois que ces étapes sont passées, il arrive qu'on réveille les patients pour chercher une zone du langage, par exemple, et on stimule la région, et pour voir quand la stimulation entraîne des troubles du langage, le chirurgien sait qu'il ne doit pas dépasser cette région, par exemple. Vous voyez, ça peut être utilisé. Alors, cette région-là, l'R4, eh bien, quand Penfield stimulait la partie basse, on avait ici la représentation de la face, la langue, la bouche, etc. Lorsqu'il stimulait la partie moyenne, voilà, ici, eh bien, il avait la main et le membre supérieur. Et la main, dans la main, c'est la pince pouce-index. Et lorsqu'il stimulait la partie haute, c'était le bras et le tronc, la partie proximale. Voilà. Donc, ce qu'il faut, pour vous, c'est fondamental. Parce que cette partie du cortex, toute cette face latérale, elle est vascularisée par une artère, qui est l'artère cérébrale moyenne. Or, cette artère cérébrale moyenne, elle prend en charge toute la vascularisation de cette face latérale. Cette artère cérébrale moyenne, c'est celle qui va se thromboser le plus facilement. Il y a un flux préférentiel, donc les infarctus qui sont dans le territoire de la cérébrale moyenne sont les plus fréquents. Or, dans ce territoire, on a la motricité sur le plan brachiofacial, mais pas le membre inférieur. Donc les patients vont avoir des déficits moteurs liés à l'atteinte de la face latérale de cette région, le gyrus précentral. C'est ce qu'on va appeler une paralysie brachiofaciale. La face et le membre supérieur, brachiofacial. Voilà, très important. Alors, j'enlève mes petites annotations, et voilà le petit homonculus de Penfield, avec la face, la main, le membre supérieur, le tronc, et en fait le membre inférieur, ça sera sur l'autre face, la face interne, où on a l'origine de la motricité du membre inférieur, la commande centrale de la motricité du membre inférieur. Enfin, un autre point important, c'est sous le sillon, vous avez une communication entre le gyrus pré et le gyrus post-central. Cette communication, ce pli de passage, ça s'appelle l'opercule, c'est une région operculaire, l'opercule rolandique, qu'on appelle encore le gyrus subcentral, c'est la même chose. Donc l'opercule rolandique. Je vous donne ce nom qui est un peu ancien, mais vous verrez partout traîner les syndromes operculaires. Et on vous dira que c'est l'opercule rolandique. Quand on a une atteinte, une ischémie dans cette région, c'est la motricité de la face et la sensibilité de la face qui est atteinte dans les syndromes operculaires. Puisqu'on a vu la somatotopie. La somatotopie, c'est comment la commande motrice se répartit sur le cortex. D'accord ? Regardez par exemple en IRM fonctionnel, ici, on demande au sujet, là, vous savez que l'IRM c'est toujours à l'envers, c'est-à-dire que la droite est à gauche et la gauche est à droite.
Là, on a demandé au sujet de bouger la main, hein, la main droite, et on voit apparaître ici une activation sur la région donc gauche du gyrus précentral. Alors, maintenant, il me reste plus qu'au niveau de F3, un petit détail, F3, enfin un petit qui a de l'importance. F3, c'est en dessous du sillon frontal inférieur. Eh bien, F3, toute cette partie est séparée en par deux sillons. Ces deux sillons nous donnent trois régions. Alors, la première région, c'est la partie orbitaire de F3. Bon, je passe. La deuxième, comme la forme l'indique très clairement, c'est la partie triangulaire de F3. Bon, ça aussi, ça par contre, c'est très utile quand on regarde un cerveau 3D ou en dissection, hein, parce qu'on la voit très bien. Donc ça permet de bien se repérer dans le cerveau et savoir où est le sillon frontal inférieur. C'est utile. Mais par contre, ce qui est très important, c'est que la dernière partie, c'est la partie operculaire, OP. Pourquoi operculaire? Parce que comme vous le voyez, cette partie-là, elle est en avant de l'opercule rholandique. Or, qu'est-ce qu'il y a dans l'opercule rholandique? La motricité de la face. Or, Broca a un jour eu un patient qui a présenté une aphasie brutale, une aphasie de type motrice, c'est-à-dire qu'il comprenait parfaitement ce qu'on lui disait, mais il avait une très forte réduction du langage, donc c'était moteur comme sémiologie, et après le décès du patient, il a remarqué une ischémie localisée dans cette région qu'on appelle depuis l'aire de Broca, c'est la partie operculaire de F3 pour l'hémisphère majeur pour le langage, bien sûr. Alors, par exemple le gauche, hein, si c'est un droitier, dans la configuration la plus habituelle. D'accord? Voilà. Donc F3, vous retenez, aire de Broca, c'est la partie operculaire de F3, juste en avant de la région de la motricité de la face. Et ses aphasies motrices. Voilà. Voilà pour le lobe frontal. Mais tout ça, c'est bien, c'est de l'anatomie, c'est un peu de fonctionnel, mais ça ne donne pas une réalité de ce lobe frontal. Le lobe frontal, sur le plan fonctionnel, c'est dommage, mais c'est comme ça. Il n'est pas du tout organisé en bloc orienté d'avant en arrière, comme ça, pas du tout. Il est plutôt organisé en bloc d'avant en arrière, mais vous voyez, comme ça. Alors je vais vous montrer les trois grandes régions qu'il faut connaître dans ce lobe frontal. Tout à fait en avant, avec la région du pôle, donc toute cette région-là, ça va être la région qu'on va appeler préfrontale. Alors c'est surtout la région du pôle frontal, là ça part un peu en arrière, mais région préfrontale. Cette région n'est pas à l'origine de la motricité. Cette région, elle a un rôle cognitif. Elle a un rôle dans l'attention, très important. Tous les phénomènes attentionnels sont à l'origine de plein d'activités cognitives. Si l'attention est diminuée, il y a toute la partie cognitive qui, du coup, se retrouve très perturbée. Donc, attention, mémoire de travail, tout ça vous reverrez plus tard, bien sûr, hein, mais c'est important. Donc, il y a des stockages temporaires de certaines données qui passent par là avant que donc le système cognitif se mette complètement en route. Et puis, vous avez aussi un rôle dans le jugement, dans le raisonnement, par exemple, et dans les comportements. Quand vous ferez les syndromes frontaux, le syndrome frontal en sémiologie que vous allez faire bientôt, vous verrez que le malade qui a des lésions frontales, un syndrome frontal, va avoir d'énormes troubles du jugement ou du raisonnement. Hein, on vous parlera de critiques d'histoire absurde, par exemple, du genre, il y a des accidents qui ont lieu à la SNCF, on fait une enquête, et puis on s'aperçoit que c'est le dernier wagon qui est toujours accidenté, donc la SNCF décide de supprimer le dernier wagon, donc il n'y aura plus jamais d'accident sur les trains. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah ouais, c'est formidable, si on enlève le dernier wagon, évidemment il n'y aura plus d'accident, donc il y a un jugement tout à fait perturbé qui peut survenir. Voilà, donc vous voyez, c'est une partie quand même assez cognitive. Je recule d'un cran
Alors ça, c'était sur F1, F2, F3 hein, quand même. Vous voyez, c'est très transversal là. Et puis, je recule et on est maintenant dans la région qu'on appelle prémotrice. C'est fini. On rentre dans l'organisation de la motricité. Les aires prémotrices. Sur F1, F2, F3, pareil. Hein, de haut en bas. Cette aire prémotrice est située juste en avant de l'aire motrice, c'est en avant du gyrus précentral. On le voit très bien. Le gyrus précentral, je vais vous le faire en rouge. Voilà le gyrus précentral. C'est l'aire motrice primaire. Aire motrice primaire, la voici. Ça, c'est les ordres moteurs qui descendent. C'est le gicleur. Ça part. Et puis, en avant, c'est l'aire prémotrice. En avant du gyrus prémoteur. Du gyrus moteur, pardon. Enfin, précentral. Donc, voilà l'organisation. Hein. L'aire motrice primaire, c'est égal au gyrus précentral. C'est l'aire motrice primaire. C'est l'aire 4 de Brodmann. D'accord? Et en avant, sur F1, F2, F3, c'est la région prémotrice. La motricité va s'organiser à ce niveau-là. Elle va se planifier et elle va s'imaginer à ce niveau-là. On peut voir par exemple des tâches en IRM fonctionnel où les patients vont imaginer le mouvement et vont allumer ces régions, alors que ça ne bouge pas. Vous voyez ? Donc c'est tout à fait intéressant dans la préparation du mouvement. Alors voilà pour le langage. Hein. Pour l'instant, dans le langage, on a vu l'aire de Broca. Et vous allez voir après que le langage, il est aussi en arrière, hein, au niveau du temporal postérieur, l'aire de Wernicke, on verra plus tard. Passons maintenant à un deuxième lobe en vert, le lobe pariétal. Alors ce lobe pariétal, en arrière du sillon central, il comprend un sillon, le sillon intrapariétal. Et vous voyez que ce sillon intrapariétal se divise en une branche ascendante et une branche descendante. Et du coup, le sillon intrapariétal va fournir le sillon post-central. Sillon post-central. Et c'est fini. Du coup, ces deux sillons-là vont séparer les trois grandes régions du lobe pariétal, à la face externe, bien sûr, c'est-à-dire le gyrus post-central, le lobule pariétal supérieur. Ah bah zut, j'arrive pas à écrire. Voilà. Attendez, j'ai un petit souci parce que j'ai dû appuyer sur le clavier en même temps. Donc effectivement, c'est pas grave. Voilà, on va se mettre ici en pariétal inférieur. Pariétal inférieur. Voilà. Alors, ok. Ça va? Pariétal sup, pariétal inf et poste central. Ça, c'est les trois grandes régions. Alors, si on regarde maintenant l'aspect plus fonctionnel, le gyrus post-central, c'est l'aire somesthésique primaire, S1. Donc, en arrière du sillon central, hein, le gyrus post-central. Aire somesthésique, donc primaire. C'est-à-dire, c'est la terminaison des voies de la sensibilité qui arrivent ici. Les voies de la sensibilité. Et donc, on va retrouver sur cette aire somesthésique une véritable somatotopie. C'est-à-dire un homonculus sensitif, hein, le même homonculus, avec la face en bas, la main, les doigts, etc., le membre supérieur, la même chose, l'homonculus sensitif sur l'aire somesthésique, qui dépend de la richesse en innervation, hein, la richesse de récepteurs selon les zones. Mais cette somatotopie, elle est toujours brachiofaciale, puisque la sensibilité du membre inférieur se retrouve
à l'autre face, à la face interne de l'hémisphère. Maintenant, il y a une autre région qui est quand même très importante, qu'on va voir tout de suite, c'est le lobule pariétal inférieur. Je rappelle, on avait là les différents sillons, et le lobule pariétal inférieur, il était situé sous le sillon intrapariétal. Alors, quand on le regarde bien, vous remarquez une caractéristique. Vous avez le premier sillon ici, le sillon latéral, qui monte et qui va s'enfoncer dans, ici, ce lobule pariétal inférieur. Et vous avez un deuxième sillon qui est le sillon parallèle. On va l'appeler sillon parallèle. Je vais le faire d'une couleur peut-être plus visible. Le sillon parallèle qui va faire la même chose dans le lobule pariétal inférieur. Et on va donc distinguer deux sous-régions dans ce lobule pariétal inférieur. La première, c'est le pli de passage, le gyrus de passage, le pli de passage qui est moulé ici à la terminaison du sillon latéral. Et celui-là, on va l'appeler le gyrus supramarginal. Et puis, le deuxième pli de passage, le deuxième gyrus, moulé à la terminaison du sillon parallèle, ça c'est le sillon parallèle, eh bien, ça sera le gyrus angulaire. Voilà. Ça, c'est des sous-parties du lobule pariétal inférieur. Pourquoi j'insiste là-dessus? Il y a une raison. C'est tout simplement que quand vous regardez ce lobule pariétal inférieur, ce gyrus supramarginal et ce gyrus angulaire, vous dites, tiens, c'est étonnant, j'ai une véritable continuité entre le lobe temporal, le lobe occipital et le lobe pariétal. C'est un grand carrefour. C'est pour ça que je vais appeler là le carrefour temporo-pariéto-temporal, occipital. Carrefour temporo-pariéto-occipital. Et cette région carrefour est une région associative. C'est une région où il y aura une élaboration sur le plan cognitif, une élaboration de très haut niveau sur le plan cognitif. Par exemple, vous aurez ici le schéma corporel qui va se constituer. Les syndromes qui vont toucher ces régions vont toucher toute la perception, la connaissance de l'hémicorps. Et les gens vont pouvoir avoir une négligence de leur hémicorps dans les lésions, surtout dans l'hémisphère droit, vous aurez ça, et vous aurez une négligence de l'hémicorps gauche, liée à ces lésions de carrefour. Donc vous voyez, ce sont des élaborations de perception de haut niveau, une haute intégration. Il y a en fait dans le cortex associatif, il y a deux grandes régions, si je veux résumer, il y en a trois, cortex associatif. Il y a le carrefour qu'on vient de voir, et tout simplement le cortex préfrontal, qui est aussi un cortex associatif tout à fait important. Voilà les deux grands cortex associatifs, et on verra qu'il y en a un autre après à la face interne. Alors, le lobe occipital, bon là je ne vais pas m'étendre beaucoup sur la face externe. Vous retenez que le lobe occipital, c'est avant tout la vision, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la face interne. Donc ici, on va dire simplement O1, O2, O3, 3 circonvolutions occipitales à la face externe, et je passe. Le lobe temporal. À la face externe, le lobe temporal va présenter, pareil, deux sillons. Le sillon temporal supérieur et le sillon temporal inférieur. Rien de difficile. Il est là. Temporal inférieur. Et le temporal supérieur qui est ici. Donc, ces sillons, temporal sup et temporal inf, vous voyez tout à l'heure, le temporal sup, je l'ai appelé parallèle. C'est la même chose. Temporal sup ou parallèle. Et le temporal inf qui est en bas. Ces deux sillons temporaux délimitent 3 circonvolutions, T1, T2, T3, à la face externe. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est T1. C'est le plus intéressant ici, parce que à la face supérieure de T1, vous avez une région qu'on appelle
le gyrus de Heschel. Gyrus de Heschel. Et ce gyrus de Heschel, c'est l'aire de l'audition, l'aire primaire, auditive primaire, A1, aire auditive primaire, voilà, où les voies de l'audition se terminent dans le cortex, sur T1, gyrus de Heschel. Si jamais on a une petite tumeur, un cavernome par exemple, qui pousse dans cette région et qui déclenche une décharge paroxystique et synchrone des neurones qui sont situés là, ça va entraîner des illusions auditives, ce qu'on appelle une épilepsie partielle simple, en fait, où les gens vont entendre des sons, parce que cette aire, ces neurones qui sont là, sont faits pour recevoir les stimulations venant de l'oreille et les transformer en sensations sonores, en sensations auditives. Ce sont des crises auditives. Il nous reste un lobe qu'on n'a pas encore vu parce qu'il était caché. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, si vous regardez une coupe de cerveau, vous voyez que vous avez un lobe frontal, par exemple, ou pariétal en haut, et puis vous avez un lobe temporal en bas. Et entre les deux, il y a un sillon. Entre les deux, il y a un sillon très profond qui est le sillon latéral. Voilà. Donc là, vous voyez le sillon latéral, je fais une flèche, on va dire il y a un sillon latéral. Et quand vous suivez le cortex, vous allez percevoir le cortex va suivre le sillon jusqu'au fond et va se poursuivre pour former une espèce de mur vertical, ici, en profondeur. Et regardez la distance, où est-ce qu'il est situé, entre là et le milieu. Cette insula, elle est presque au milieu du cerveau. C'est quand même assez incroyable. Hein, et vous ne pouvez pas voir ce cortex qui est caché au fond du sillon latéral. Alors si je veux le voir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une dissection pour enlever tous les bords du sillon latéral. J'enlève du frontal, du pariétal, j'enlève du temporal, et ça me donne la photo qu'on voit à gauche, ici, où ici on a découpé, vous voyez, ça c'est la coupe du lobe temporal. Là-haut, on voit la coupe du lobe frontal et pariétal. Et il nous reste au fond ce cortex que je vais flécher d'une autre couleur pour que vous le voyez bien. Tout ce cortex ici, qui est, voilà, qu'on voit ici, c'est les 5 circonvolutions insulaires qu'on voit ici. Tout ça, c'est ce cortex. C'est le lobe de l'insula avec 5 circonvolutions insulaires. Certaines crises d'épilepsie peuvent prendre leur point de départ au niveau de l'insula. Et certaines montrent alors des signes de sensation épigastrique ascendante, hein, qui montrent que l'insula a aussi un certain rôle de contrôle végétatif. Donc tout ça, vous reverrez par la suite. Ce dessin nous montre la coupe du cortex frontal, du cortex pariétal, et c'est tout. Donc du coup, il nous montre le dessus, la face supérieure de T1, avec les circonvolutions de Heschel, voilà, hein, qui sont horizontales, comme ça, et puis les 5 circonvolutions insulaires tout au fond. Voilà. Mais le mieux, c'est la dissection, je trouve. On voit beaucoup mieux, on comprend beaucoup mieux. Bien. Alors, il nous reste la face interne, et on terminera là-dessus. Sur la face interne, il y a la face interne et la face inférieure. La face interne, on va essayer quand même de la faire bien, parce que elle va nous intéresser par la face interne du lobe temporal. On va voir que dans le lobe temporal, il y a la 5e circonvolution temporale, qui est très souvent le siège de crise d'épilepsie. Épilepsie de la face interne du lobe temporal, ou de la face mésiale. C'est pour ça que c'est quelque chose de très intéressant. Et en plus, la face interne, elle va nous faire découvrir une région qu'on appelle le système limbique, et qui est à l'origine de nos émotions, de nos affects, de notre mémoire. Et donc, c'est une région tout à fait intéressante. Je vous ferai un topo, un cours sur le système limbique, donc, plus tard. Alors, posons d'abord sur la face interne les grands sillons. Le premier sillon, je vais faire en rouge. Le premier sillon, alors d'abord, vous avez reconnu le corps calleux, hein, la commissure qui réunit ici
les deux hémisphères. Donc tout d'abord, on va poser le sillon singulaire. Voilà, le sillon singulaire. Vous voyez que ce sillon est parallèle au corps calleux et qu'il va délimiter un premier gyrus en dessous qu'on appelle le gyrus singulaire. Gyrus singulaire. Vous voyez que ce sillon remonte verticalement et qu'il va se terminer en arrière d'un autre sillon qu'on a vu tout à l'heure, mais là on voit à peine, il est très peu marqué. Je vais vous faire une petite flèche, peut-être d'une couleur différente pour que ce soit plus évident. Cette petite virgule que vous voyez là-haut, là, eh bien, sous la flèche bleue, c'est la face interne du sillon central. Sillon central, vous vous rappelez, qui séparait le gyrus pré-central du gyrus post-central, de la motricité en avant, de la sensibilité en arrière. Mais comme nous sommes à la face interne, eh bien, ici, c'est la sensibilité, la motricité du membre inférieur, controlatéral, évidemment, puisque tout est croisé. Donc voilà pour le sillon central, c'est fait. Le sillon singulaire, c'est fait. Il nous reste alors le fameux sillon pariéto-occipital que je vous avais dit, on le voyait très peu à la face externe, et là on le voit très très bien à la face interne, pariéto-occipital, qui va se réunir avec une autre scissure qui est fondamentale ici, qui est la scissure calcarine, que vous voyez ici. Pourquoi j'insiste sur la scissure calcarine? C'est simplement que sur les deux berges de la scissure calcarine, on a la terminaison des voies de la vision. Les voies de la vision, c'est les radiations optiques. Terminaison des voies de la vision. C'est l'air 17. Scissure calcarine. Terminaison des voies de la vision. Quand vous avez une lésion là, de cette scissure, la moitié de votre champ visuel va disparaître, à droite ou à gauche selon le niveau. Et vous aurez alors une hémi-anopsie. Le an qui est privatif et opsie de la vision. Une hémi-anopsie latérale homonyme, soit tout le côté gauche, soit tout le côté droit, pour l'œil gauche et pour l'œil droit. Hémianopsie latérale homonyme. Tout ça, bien sûr, sera refait. Voilà pour les principaux sillons. Alors maintenant, on va regarder les circonvolutions qui correspondent. Alors, premièrement, F1, c'est la face interne du lobe frontal, ici, hein, c'est le gyrus frontal médial, c'est la face interne du frontal. Évidemment, plus en arrière, vous avez le gyrus pré et le gyrus post-central. Il y a le sillon central entre les deux. Et pré-central, post-central, c'est motricité, sensibilité du membre inf. D'accord? Voilà. Ensuite, on recule. On a dans cette région ici, jusqu'au sillon pariéto-occipital, ça c'est ce qu'on appelle le précuneus. Précuneus. Donc ça c'est la face interne du pariétal, hein, c'est du pariétal. Précuneus égale pariétal, face interne du pariétal. Hein, c'est assez banal parce que vous avez le poste central, c'est du pariétal, puis précuneus, toujours du pariétal, et on arrive dans l'occipital. Alors l'occipital, O6, qu'on appelle le cuneus, parce qu'il a une forme en triangle, en coin, cuneus. D'accord? 6. Et vous voyez ensuite, sous la calcarine, vous voyez O5 et O4. Voilà. Bon, O3, on ne le voit pas vraiment parce qu'il est tous les numéros 3, F3, O3, T3, sont tous aux limites entre les faces externes et faces inférieures, les trois. Hein. Ils sont aux frontières avec la face inférieure. Et bien là, vous remarquez une chose, c'est une véritable continuité entre le lobe temporal et le lobe occipital.
à un tel point qu'on va appeler les sillons temporo-occipitaux, médial et latéral, ou les gyrus temporo-occipital. On peut leur donner ces noms, parce que c'est T4 au 4, T3 au 3, T5 au 5. Il y a des continuités à la face interne entre l'occipital et le temporal. Donc quand on arrive au lobe temporal, il nous reste donc à décrire T3, T4 et T5. Bon ben voilà, c'est fait. T3, T4, T5. Et je vais m'attarder sur T5, parce que de très nombreuses crises d'épilepsie peuvent démarrer de ce lobe, de cette cinquième circonvolution temporale, et que dans la maladie d'Alzheimer, il y a une atrophie bien marquée qui commence en général sur ces régions de la cinquième circonvolution temporale. Alors regardons de plus près. La cinquième temporale, vous l'avez ici, voilà, sur la face médiale, T5. Vous voyez donc sur la coupe coronale correspondante, vous voyez le sillon latéral, vous voyez T1, T2, T3, T4, oula, là on voit pas bien, je vais essayer, voilà, ah c'est trop petit là, bon, attendez, voilà, je vais faire une flèche, ça sera mieux, parce que là comme c'est un peu petit, c'est quand même difficile, voilà, T4, et T5, c'est toute cette région ici. On va la grossir. Je vais la grossir en histologie et je la grossis en IRM, pondéré en T1. Alors vous voyez le tronc cérébral ici. Ça c'est du mésencéphale et ça c'est du pont. Oula. Toc. Petite marche arrière. Voilà. Du mésencéphale et du pont. C'est ce qu'on voit ici. D'accord ? Alors attention. Ici, vous avez, c'est un peu, il faut bien regarder, c'est pas évident, mais après, bon, c'est pas si difficile que ça. Vous avez le sillon entre T4 et T5. Le sillon entre T4 et T5. Il est là. C'est-à-dire le sillon collatéral. Sillon collatéral. Ensuite, vous voyez que ce sillon collatéral, qu'on le voit en IRM ici, sillon collatéral, il va nous délimiter la cinquième temporale ici. Cette cinquième temporale, elle présente deux étages. Le premier étage, c'est celui-ci. Ça, c'est le gyrus para-hippocampique. Voilà. Tout ça, c'est le gyrus para-hippocampique. Voilà le cortex du gyrus para-hippocampique. Et puis, vous avez le deuxième étage qui est séparé par un sillon. Voilà le sillon qui est là. Ce sillon, c'est ce qu'on appelle la fissure hippocampique. Donc, deux étages. L'étage du bas, c'est le gyrus para-hippocampique. Et l'étage du haut, c'est l'hippocampe proprement dit. HI2P, hippocampe. Alors, voici maintenant l'hippocampe. Regardez le cortex de l'hippocampe ici, qui est en train de s'enrouler ici, au-dessus de la fissure hippocampique. Ça, c'est l'hippocampe, proprement dit. Donc vous voyez qu'il y a une fissure, ici au milieu. En dessous de la fissure, c'est tout le cortex et le gyrus para-hippocampique. Et au-dessus de la fissure, c'est le cortex de l'hippocampe. D'ailleurs, ce cortex de l'hippocampe se termine sur une petite zone de cellules. En noir, là, ce sont des cellules granulaires d'ailleurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle le gyrus denté. C'est la partie qui reçoit les informations de l'hippocampe. Le gyrus denté. Donc, dentatus en latin, on peut dire denté. Gyrus denté. Parce que parfois, notamment dans les ouvrages anglo-saxons, c'est la terminologie latine souvent que vous retrouvez. Donc à ce moment, gyrus dentatus. Ce gyrus denté,
reçoit les informations destinées à l'hippocampe. Le voici. Voilà. Voilà donc le lobe temporal avec la 5e temporale divisée en 2 étages. Alors, en IRM, vous voyez, c'est assez clair. Vous avez l'étage du dessus, le voici. Voilà, tout ça c'est l'hippocampe, où le cortex va redescendre comme ça, à l'intérieur du gyrus denté. Et l'étage du dessous, c'est le gyrus parahippocampique. D'accord? Cette zone peut s'atrophier dans les épilepsies temporales. Et on le voit très bien à l'IRM, les atrophies de l'hippocampe. Et de même dans la maladie d'Alzheimer. Il y a un autre point, alors voilà, pour vous montrer un peu en image tout ça, parce que c'est quand même important, sauf que là le temps est de plus en plus court. Première chose que je voulais vous montrer, bon ça c'est le dessin qu'on a vu tout à l'heure, c'est la même chose, le gyrus parahippocampique en dessous, l'hippocampe au-dessus. Ce que je voulais vous montrer, c'est que la 5e temporale que vous voyez là, vous voyez qu'en avant, qu'est-ce qu'elle fait? En avant, elle se recourbe en crochet. Alors, ce crochet qui est là, en latin, ça se dit incus. Voilà, donc ce crochet, c'est l'incus de l'hippocampe. C'est T5 qui se recourbe vers l'arrière. La partie antérieure de T5 qui se recourbe vers l'arrière. Incus de l'hippocampe. Et vous regardez dans une coupe sagittale, vous avez ici le plan sagittal qui correspond à la coupe d'en bas. Je fais une coupe dedans, et qu'est-ce que je vois? Je vois que en avant et en arrière, là, en avant, mon hippocampe qui est longiligne, comme ça, on le voit bien l'hippocampe là. Regardez, en IRM, on voit l'hippocampe, et tout d'un coup, l'hippocampe qui s'enroule vers l'arrière, et cet enroulement postérieur, c'est l'incus de l'hippocampe, et en IRM, vous le voyez très bien. Vous voyez alors, juste en avant de l'hippocampe, qu'il y a un autre noyau qui est juste en avant. Eh bien ça, c'est le noyau qu'on appelle amygdale. Le complexe amygdalien ou amygdaloïde, si vous voulez, complexe amygdaloïde, ou l'amygdale, si vous voulez, voilà, qui est en avant de l'hippocampe, à l'intérieur de l'incus de l'hippocampe. Voilà. Vous voyez, c'est assez compliqué, une anatomie assez fine, mais c'est une anatomie de tous les jours. Une anatomie, lorsque on fait un bilan d'une épilepsie temporale, il faut toujours regarder la 5e circonvolution temporale si on suspecte une épilepsie de la face interne du lobe temporal. Voilà. Et enfin, et là c'est en secondes, et ça sera fini, vous inquiétez pas. Sur la face inférieure, c'est juste 3 secondes. Je vais m'occuper essentiellement de la face inférieure du lobe frontal. Alors là, c'est relativement facile. La face inférieure du lobe frontal, et on fera une pause, eh bien, vous avez un sillon qu'on dit en H. Voilà. Voilà le sillon en H. Et un sillon olfactif. Alors, le voici. Sillon olfactif. Sillon olfactif. Le sillon en H. Et du coup, on va voir tous les gyris qui sont délimités. Alors, on les fait vite fait. Tout d'abord, le premier gyrus qui est le plus interne, en dedans du sillon olfactif. Ça, vous voyez, il est tout droit. On l'appelle gyrus rectus. Gyrus rectus. Voilà, celui-là. En dedans du sillon olfactif. Où il y a le nerf, vous avez vu le nerf olfactif dessus. Ensuite, vous avez en dedans du H, vous avez le gyrus orbitaire médial. C'est d'une évidence après totale, parce que c'est médial, latéral, et entre les deux, il y a l'antérieur-postérieur. Alors, le médial en bleu, gyrus orbitaire médial. Je vais encadrer avec la bonne couleur le nom du gyrus, médial, orbitaire médial.
Ensuite, vous avez, en avant du H, un gyrus orbitaire antérieur. Gyrus orbitaire antérieur. Là, c'est en avant du H. En arrière du H, vous avez, je vais faire en bleu ciel, le postérieur. Gyrus orbitaire postérieur. Et en dehors du H, évidemment, c'est le latéral. Donc, en dehors du H, je vais le faire en rouge, par exemple, c'est le gyrus orbitaire latéral. Et voilà. Donc, orbitaire médial, latéral, et entre les deux, il y a l'antérieur et le postérieur. C'est tout. D'accord? Voilà. Donc, je termine là-dessus. On fait à nouveau une petite pause. Et après, je vous parlerai des ventricules.